Télévision rwandaise, heureux de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, nous parlons du génocide perpétré contre les Tutsis. 26 ans viennent de s'écouler. Les responsables de ce génocide sont connus. Certains ont fait face à la justice. Mais la question aujourd'hui reste posée sur la responsabilité de chacun. Les Rwandais, leur responsabilité était laquelle ? La communauté internationale, quel a été son rôle dans ce génocide perpétré contre les Tutsis? Mais quand on parle de la communauté internationale, cette communauté a une maison. On parle des Nations Unies. Quelle a été la réaction des Nations Unies, ou soit les stratégies, ou les remèdes en tout cas, ou en tout cas la prévention ou le rôle que devait être celui des Nations Unies lors des événements de 1994 et même avant cette période. Nous allons comprendre aujourd'hui, après 26 ans, ce qu'a été la responsabilité ou encore ce qu'aurait été la responsabilité des Nations Unies pour prévenir ce génocide qui a emporté plus d'1 million de victimes en seulement 3 mois. Ce soir, sur notre plateau, nous sommes avec le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide. C'est le docteur Bizimana Jean Damascène. Bonsoir, docteur. Bonsoir. J'ai également le plaisir d'accueillir Alain Ngilinchuti, qui est ancien président de Ibuka France. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Nous sommes également en duplex à partir de la France avec Maître Richard Gisagara, qui est avocat à Pontoise. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Nous sommes également avec Alain Gauthier, qui est du collectif des partis civils pour le Rwanda. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Voilà, ce sont les 4 qui seront nos panélistes de la soirée. Mais pour commencer, c'est une commémoration au goût particulier, docteur, avec notamment la situation du Covid-19 qui a, on va dire, affecté les cérémonies qu'on connaît depuis 25 ans. Oui, effectivement, je dirais que le Covid-19, évidemment, a perturbé les cérémonies habituelles de commémoration du génocide parce que les gens se déplaçaient sur les sites des massacres, sur les sites mémoriaux. Et puis cette année, cela n'a pas pu se faire parce qu'effectivement, nous sommes obligés de respecter les directives du ministère de la Santé pour la prévention de cette épidémie. Mais cela n'a pas empêché qu'on organise les cérémonies d'une autre manière. Vous avez vu que la cérémonie a été officiellement inaugurée par le chef de l'État, son Excellence Paul Kagame, au mémorial du génocide de Gisozi, avec un très petit groupe, plus particulièrement les 4 personnalités du pays, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, le Premier ministre et le président de la Cour suprême, qui ont mis un gerbe de fleurs sur les tombes, avec également le président d'Ibuka et le représentant du corps diplomatique qui est au Rwanda. C'est-à-dire qu'avec ces différentes personnalités, les institutions de l'État étaient représentées. Et vous voyez le Parlement, c'est le législatif, le secteur exécutif était représenté par le Premier ministre. Et puis en même temps, le président d'Ibuka qui représentait, lui, l'association des victimes. Ce qui signifie que l'État rwandais a honoré cette commémoration qui, je dois le rappeler, fait partie aussi des principes constitutionnels. Parce que le préambule de la Constitution de la République du Rwanda de 2003, révisé en 2015, et dicte clairement que la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis est un devoir civique. Ce qui fait que ce principe-là constitutionnel ne pouvait pas passer sans qu'on puisse le respecter. Et en deuxième lieu, nous avons préparé toute une série d'émissions. Celle-ci aussi en fait partie. C'est-à-dire que depuis le 7 juillet, il y a des émissions très spécifiques chaque jour qui permettent aux personnes qui
se trouvaient derrière le domicile, de pouvoir quand même suivre, se rappeler comment a été le génocide perpétré contre les Tutsis, l'histoire qui l'a guidé, tous les paramètres qui l'entourent, ainsi que tous les autres secteurs, en fait, qui sont en rapport avec le génocide. Donc, disons que la commémoration quand même est en train de se faire. Et nous espérons que si le Covid-19 disparaît, d'ici fin mai, début juin, on pourrait avoir quelques commémorations symboliques, certes, sur un site, au lieu de rester à la maison. Alain, bien sûr, vous êtes également... on vous compte parmi les jeunes qui, aujourd'hui, on s'est dit, cette commémoration, elle affecte beaucoup plus les jeunes, elle est beaucoup plus centrée sur la jeunesse pour comprendre également et surtout comme devoir de mémoire. Et en cette période si particulière pour le monde avec le Covid-19, j'en parlais, est-ce que vraiment cette jeunesse dont on parle ici, elle est consciente des événements? Est-ce que leur quotidien aujourd'hui, pendant cette période qui était déjà difficile depuis quelques semaines, est-ce que cette conscience collective de cette mémoire se fait ressentir selon votre propre regard? Merci. Effectivement, pour avoir discuté avec pas mal d'organisations de la jeunesse qui travaillent notamment sur la question, la jeunesse s'est vraiment mobilisée. On voit que les commémorations se sont faites par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Et vous savez bien que la jeunesse est très, très douée pour ce genre d'outils. Notamment quand on prend l'exemple du Rwanda, la jeunesse est très, très mobilisée. Ils sont conscients. On se rend même compte qu'on a touché une grande partie de la jeunesse qui n'était pas touchée, qui est restée à la maison pendant les périodes de la commémoration. Quand on prend l'exemple des pays comme la France, où d'ailleurs parmi les organisateurs, la grande majorité d'organisateurs de ces événements-là, ce sont la jeunesse et la jeunesse. Et donc j'ai l'impression qu'on a tiré quand même des leçons de cette crise du Covid-19. Peut-être vous parlez de la France, on va également demander à Alain Gauthier. Alain, vous du collectif des partis civils pour le Rwanda, notamment en cette période de commémoration, soit vous êtes ici au Rwanda pour une série de cérémonies de commémoration où vous organisez certains dialogues, ou même au niveau de la France. Comment ça s'est passé cette année, Alain? En réalité, je crois que la plupart des gens sont restés chez eux et, comme il avait été demandé par l'association Ibuka, eh bien, chacun, dans son lieu de confinement, a pu, autour de photos de victimes, autour de bougies allumées, eh bien, rester en lien avec l'ensemble de ceux qui voulaient commémorer. Je voudrais dire d'abord aussi que toutes nos pensées dans cette période de commémoration vont bien sûr vers les victimes, vers leurs familles, les rescapés, auxquels nous nous sentons absolument très unis malgré cette période difficile. Et à vous, Maître Richard, vous qui êtes qui gérez les dossiers en rapport avec la justice, cette période, c'est également une période où vous haussez le ton pour rappeler à ceux-là qui l'ignorent, ou à ceux-là, en tout cas, qui ne veulent pas l'entendre, l'implication au niveau de la justice également, qu'il faut, si on a d'une part les victimes, également, c'est aussi une période propice pour rappeler que justice doit être faite. Oui, je vous remercie. En fait, on ne baisse jamais le ton. Parce qu'à passer la période de commémoration, ils ont la possibilité de dire ce qu'ils veulent sur le génocide en prononçant des propos négationnistes, de banalisation ou de minoration. Effectivement, la période de commémoration, nous sommes beaucoup plus vigilants pendant la période de commémoration parce que ceux qui n'ont pas accepté à l'ère des fêtes, qui ne sont pas contents de ne pas avoir terminé à l'ère des saints génocidaires, profitent de cette période effectivement porter atteinte davantage à la mémoire des victimes.
Donc nous redoublons de Je pense qu'on va revenir à Maître Gisagara un peu plus tard. Maître, ou plutôt Docteur Bizimana, nous parlons du génocide perpétré contre les Tutsis qui a commencé le 7 avril 1994. Mais un génocide, ça n'arrive pas sur un coup de tête, ça se prépare, un génocide, il y a un plan. Mais on va également essayer un peu de voir, est-ce qu'il y avait... il y a plusieurs acteurs politiques et plusieurs ramifications qu'on a bien avant cette période de génocide. Mais ici, on parle des Nations Unies qui est présente ici et au Rwanda. Y avait-il des signes avant-coureurs qui pouvaient permettre à cette communauté internationale, à ces Nations Unies, de pouvoir empêcher le pire? Oui, je vais vous en donner quelques-uns. Je me limiterai uniquement à l'année 1993. L'année 1993, au mois de janvier, il y a des organisations internationales, cinq organisations internationales se sont réunies et ils ont fait une commission commune. Laquelle commission était dirigée par Jean Carbonare, qui était de nationalité française, et la commission a été acceptée par l'État rwandais. Parce qu'avant que la commission n'arrive, il y avait toute une série d'accusations sur les assassinats, les crimes de Tutsis dans différents endroits du pays, notamment dans le nord, Ruhengeri, Gisenyi, et puis dans le Mutara, à Kibuye et ailleurs. Et le gouvernement prétendait que ces massacres-là n'existaient pas. Et le gouvernement a accepté qu'une commission internationale neutre arrive sur le terrain pour faire des enquêtes. La commission est arrivée, elle est allée sur place, plus particulièrement dans la zone du nord, dans la préfecture de Ruhengeri, qui était la plus concernée par ces différents massacres-là. La commission a opéré en toute indépendance et elle a rédigé un rapport. Le rapport est sorti au mois de mars 1993. Nous sommes à presque une année du génocide. Une année auparavant. Et que dit ce rapport? Le rapport donne clairement que les massacres qui sont commis contre les Tutsis sont organisés par le pouvoir central, c'est-à-dire le chef de l'État et un noyau qui était autour de lui, qu'on appelait les escadrons de la mort ou bien le réseau zéro. C'était ça l'appellation qu'on avait donnée. Et la commission, deuxième conclusion, c'est de dire que les civils sont tués, ils sont ciblés à cause de leur appartenance Tutsi, uniquement. Et la commission de conclure, il faut se poser des questions si ces actes-là ne constituent pas la preuve qu'il y a un début de génocide. Donc on est déjà en janvier. Et le rapport sort au mois de mars. Donc les massacres ou les tueries sont systématiques? Sont systématiques. Et puis, ce qui est intéressant dans le rapport de la commission, c'est que le rapport donne l'organisation de ces massacres. C'est le régime dans son noyau le plus central qui fonctionne autour de l'État. Et vous voyez, c'est un rapport des ONG. Et le rapport arrive aux Nations Unies. Et les Nations Unies ordonnent aussi la commission, plutôt l'enquête spécifique des Nations Unies. Et on désigne des experts. Et les experts sont conduits par un Sénégalais, Pape Walindiaï, c'est son nom. Et Walindiaï vient, Bakr Walindiaï, pardon. Bakr Walindiaï, il vient avec son équipe au mois d'août. Ouais, 93. Donc 5 mois après. Avant le génocide. Donc je dis 5 mois après la publication du rapport des ONG internationales. Et la commission des experts des Nations Unies opère également sur le terrain, mène des enquêtes, des auditions de témoins et sort un rapport maintenant destiné au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le rapport, clairement, il est publié au mois d'août 1993. Il indique qu'il y a des actes de génocide qui sont commis au Rwanda contre des civils Tutsis et demande que l'Organisation des Nations Unies puisse agir assez rapidement pour l'arrêt de ces massacres ethniques qui constituent des actes de génocide. Et on est vers pratiquement à la même période de la signature des accords d'Arusha. Parce que rappelez-vous, les accords de paix d'Arusha ont été signés le 5 août 1993 et le rapport sort au même moment de la signature des accords. Et c'est là, pour moi, la toute première responsabilité des Nations Unies, parce qu'au moment où les accords d'Arusha sont signés, il y a un rapport des mêmes Nations Unies qui indique que le régime est en train de commettre des actes de génocide.
Et donc, je vais terminer, lorsque les Nations Unies vont voter une résolution qui déploie la minoire, la mission des Nations Unies au Rwanda, c'est-à-dire le casque bleu, les Nations Unies auraient dû donner au casque bleu un mandat ferme qui leur permet d'agir, d'utiliser la force pour intervenir et arrêter les massacres et tous les autres assassinats là où ils sont commettés. Autrement dit, ce rapport devrait servir de roadmap pour permettre aux Nations Unies de savoir sur quel terrain ils allaient opérer. Absolument. À côté du conflit armé entre le FPR Inkotany et le régime Habyarimana, à côté de ça, il y avait déjà une crise en interne. Absolument, c'est-à-dire qu'il y avait un conflit armé entre le Front patriotique rwandais et l'armée gouvernementale de l'époque. Ça c'est un. Mais deuxièmement, le régime en place avait établi un système d'organisation de massacres ciblés contre les Tutsis et aussi des opposants Hutus. Mais les Nations Unies, surtout le Conseil de sécurité, en votant la résolution qui autorise la minoire à intervenir, le Conseil de sécurité a évité d'octroyer à la minoire un mandat sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le chapitre 7 autorise en fait la force de l'ONU à utiliser tous les moyens qu'il faut, y compris des moyens militaires, pour arrêter les tueries ou pour sauver des civils lorsqu'il le faut. Alors, on parle ici des Nations Unies, mais déjà à l'époque, il n'y avait pas que les Nations Unies. On a déjà un des pays partenaires du Rwanda qui avait son mot à dire dans les concerts des nations. Là, je parle de la France. Il y a par exemple un rapport, selon les documents consultés, un rapport de l'ambassade de France en 1990, rédigé par l'ambassade de France, qui fait état d'un risque on parle d'une élimination totale des Tutsis. Là, nous sommes à 4 ans du génocide perpétré contre les Tutsis. Quand même, c'est un rapport rédigé par l'ambassade de France pour un pays qui avait déjà des relations très proches avec le Rwanda. Je pense que c'est également un autre signal qu'il y avait quelque chose d'horrible qui se préparait, mais qu'on a refusé de prêter oreille. Absolument. Peut-être avant d'en venir à ce point, j'aimerais quand même souligner un certain nombre de choses avant cela. Okay. Déjà, dès 90, Kangura publie les 10 commandements de Bahutu. Parce que vous parliez des signes avant-coureurs. Vous avez les 10 commandements de Bahutu. Ces 10 commandements sont rédigés en 2 langues, en Kinyarwanda et en français. Et curieusement d'ailleurs, sur la page arrière de ce numéro de Kangura, vous allez avoir une photo de Mitterrand, comme si ces 10 commandements étaient adressés à la France par ailleurs. Et sur la photo de Mitterrand, c'était marqué le véritable ami, on le reconnaît dans le malheur. Il faudrait aussi également rappeler ce que c'est Kangura. Kangura, c'est un journal propagandiste qui disséminait à la population la haine anti-Tutsi. Vous avez un rapport, peut-être que je vais parler sous le contrôle de Bizimana, un document qui émane du ministère de la Défense qui définit ce qu'on appelle l'ennemi intérieur du Rwanda. Et ce document, il est signé par le ministre de la Défense. Et ce document va définir comme ennemi intérieur le Tutsi, sans aucune distinction. On ne parle pas du FPR qui a attaqué, on parle de l'ennemi intérieur. Pour continuer peut-être avec les Nations Unies. Les Nations Unies, vous avez un télégramme qui émane de Romero Dallaire. Si je ne me trompe pas, il date du mois de janvier 1994. 11 janvier précisément. 11 janvier 1994. Et ce télégramme était adressé à Kofi Annan. Que dit ce télégramme? Ce télégramme dit que le pouvoir central... Kofi Annan qui était le chef des opérations, le chef des opérations des Nations Unies. Des casques bleus, oui. Les casques bleus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le pouvoir central, le gouvernement rwandais de l'époque, a mis en place une machine génocidaire et qui prédit exactement comment ça va se passer. Dans un premier temps, on va éliminer les opposants politiques. Ainsi, on va provoquer l'armée belge qui était ici pour agir. Et une fois qu'elle agit, on va éliminer les soldats belges. Et si on élimine certains d'entre eux, tout le contingent belge qui était là va quitter le pays et on va du coup commencer la purification, l'élimination des Tutsis.
C'est dans un telex qui date du 11 janvier 1994, quelques mois avant le génocide. Il nous dit quoi encore? Il nous dit que cette machine génocidaire est capable de tuer 1000 Tutsis en 20 minutes. Donc tout ça, ce sont des documents qui étaient là, qui étaient connus, des Nations Unies, des organisations internationales, des États, et personne n'a agi. Maintenant, pour revenir à votre question, s'agissant de la France, la responsabilité de la France, je pense qu'elle tient une place particulière à côté des autres nations. On peut l'analyser, je pense qu'il faut comprendre les relations qui existaient entre la France et l'Ancien Régime, notamment la coopération militaire. Je pense qu'elle était entre la gendarmerie et la France, de 1975. Cette coopération, elle va conduire la France à intervenir dans la guerre entre le FPR et le gouvernement rwandais, alors même que ces accords-là n'autorisaient pas la France d'intervenir en cas de guerre, parce qu'il n'y avait pas d'accord militaire entre la France et le Rwanda. Les accords précisaient uniquement la formation de la gendarmerie. Et ce malgré toute connaissance de cause des pogroms qui se commettaient contre les Tutsis. Et puis, vous savez bien comment ça s'est passé pendant le génocide. Il y a eu différentes opérations de l'armée française, je pense qu'on va y revenir. Et la responsabilité de la France a été vraiment flagrante en ce qui concerne la livraison des armes, l'organisation de la fuite du gouvernement génocidaire et leur protection jusqu'à maintenant. Maître Richard Gisagara, on parle ici du Rwanda des années 90. Certains disent que c'est un pays qui ne représentait pas autant d'intérêt pour les grandes nations, entre guillemets. Oui, c'est ce qui est dit, mais je ne vois pas en quoi c'est justifié. Il est vrai que la France, d'aucuns s'étonnent de la force que la France a mis à appuyer le régime de Habyarimana, alors que le Rwanda ne faisait pas partie du pré-carré français à l'époque, qui était constitué par les pays qui ont été colonisés par la France. Mais il y a une explication qui est avancée, mais qui n'est pas tout à fait satisfaisante, en disant que Mitterrand, qui était un grand défenseur de la langue française, lui avait estimé qu'il fallait utiliser tous les moyens possibles pour contrer ce qu'il appellerait l'influence de francophones dans l'Afrique de l'Est. Voilà, mais c'est une explication, je crois, qui n'est pas satisfaisante, mais c'est une explication qui est avancée. Docteur Bizimana, est-ce que la France, d'une part, comme tout autre pays, avait-elle raison d'avoir un pays ami, un régime ami, comme un peu ailleurs sur le continent africain, mais on se dit, est-ce qu'elle connaissait vraiment qui était son partenaire? Parfaitement. Et là, je vais même uniquement me centrer sur les conclusions des députés français eux-mêmes. Les députés français qui, en 1998, ont fait un rapport sur les responsabilités dans ce qu'ils ont appelé la crise rwandaise, la tragédie rwandaise, et ils n'ont pas osé parler évidemment de génocide. Mais les députés ont conclu que la France est allée au-delà de ses engagements, tout en connaissance de cause. C'est-à-dire que la France connaissait la nature criminelle du régime de Habyarimana, mais comme le disait Alain, la France a continué à appuyer ce régime sur tous les plans, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan diplomatique. Et ils sont très intéressantes, les dépêches qui sont faites en octobre 1990, parce que la France avait un attaché de défense à l'ambassade de France à Kigali, qui s'appelait à l'époque le colonel René Garnier. Et le colonel René Garnier, dès le 15 octobre 1990, il a envoyé un télégramme au ministère de la Défense et en même temps au ministère des Affaires étrangères à Paris et à la présidence, indiquant que le régime rwandais est en train de préparer et qu'il va refaire assez vite l'élimination d'une partie de la population des Tutsis et que ce même régime a commencé par Kibirira. Et rappelons qu'à Kibirira, il y avait déjà des théories depuis le 10 octobre 1990 qui ont continué jusqu'au 10 au 15, pendant 5 jours. Et nous avons un rapport déjà de ces massacres. Et le gouvernement rwandais a même fait un rapport sur les massacres de Kibirira en reconnaissant 357 personnes assassinées parce que tant Tutsis.
Et vous voyez, donc le premier document d'alerte de l'ambassade de France, dit 15 octobre, parle d'actes de génocide que le régime est en train de faire. Et en décembre 90, c'est maintenant l'ambassadeur Martre, Georges Martre, qui envoie un rapport très détaillé sur la perpétration des massacres dans le nord du pays, Ruhengeri et Gisenyi, et Martre dit les Tutsis vont être éliminés dans leur intégralité. On est en décembre 90. Vous qui êtes historien, comment est-ce que l'ambassadeur de la France au Rwanda avait tous ces détails? Par qui était-il informé? En fait, je ne suis pas historien, j'aime bien l'histoire. Vous avez fait de la recherche. Je suis juriste de formation. Juriste de formation, vous avez fait de la recherche pour comprendre les tenants et les aboutissants du génocide. Pas forcément historien par votre carrière. Oui, oui. Bon, toutes les ambassades ont des liens d'information. Ils ont des réseaux pour avoir ces informations-là. Ils avaient notamment, c'était assez simple, parce que la France était le pays qui avait le plus grand nombre de coopérants au Rwanda. Ils avaient plus de 1500 coopérants, notamment à l'hôpital de Ruhengeri, c'était un hôpital sous la coopération française. Il y avait des médecins, des infirmières français. Il y avait des projets agricoles, même ici autour de Kigali, à Masaka, il y avait le projet Kigarest, c'était un projet français. À Boutaré, il y avait toute une série de coopérants. C'est-à-dire que la France finançait un ensemble de projets, notamment des projets agricoles, et aussi dans le secteur sanitaire. Donc il y avait des informateurs qui se trouvaient dans ces différents lieux-là. Et puis en même temps, à l'intérieur de l'armée, la France avait des coopérants, y compris des conseillers militaires. Au sein de la gendarmerie, il y avait des coopérants militaires, des coopérants de la gendarmerie qui étaient à Regena. Regena, c'était le corps de gendarmerie nationale. C'était des instructeurs étaient des Français. Au camp militaire de Mukamira, qui était aussi un camp en même temps de torture, c'était un camp encadré par l'armée française. Au sein de la garde présidentielle, et là je me souviens bien, le major Doniru, c'est comme ça qu'il s'appelait, Doniru, c'était lui le coordonnateur de l'encadrement militaire de la garde présidentielle de Habyarimana. Donc vous voyez, ils étaient dans tous les secteurs, militaires, politiques, administratifs. Parce qu'ici on parle d'un télégramme qui émanait de la Direction générale de la sécurité extérieure. La DGSE. La DGSE. De 93. Hein. De 93. Oui. Ici, on se dit, justement, la France qui était présente, de l'autre côté, on a les Nations Unies qui étaient également présentes avec notamment la signature des accords d'Arusha. Alain, comment est-ce que... et puis, on a un conflit armé d'une part, on a également des problèmes à l'interne, des massacres des Tutsis ou la préparation des génocides. Est-ce que ce n'est pas ce double jeu, par exemple, qui empêche à la communauté internationale de comprendre finalement, doit-on y aller résoudre la crise en interne ou doit-on y aller pour résoudre le conflit armé? Le télégramme de la DGSE, il faut quand même dire ça à tonnerre. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, il est adressé à l'Élysée, au président de la République même, en lui disant, au Rwanda, il y a un vaste programme de purification ethnique dirigé contre les Tutsis. C'est clair et net. Donc les choses ne sont pas floues. Les choses sont claires et les sont dites. On ne parle pas de guerre. On ne parle pas de guerre, on parle de programme de purification, on parle de génocide. Et l'ambassadeur le dit, et la DGSE, ce sont des services de renseignement français extérieurs, c'est une instance étatique très fiable. Et donc c'est un acteur incontournable en matière de renseignement. Le président est très bien informé. Moi, je dirais plutôt qu'il y a une tendance raciste chez Mitterrand. Une tendance raciste, les Noirs qui meurent, c'est pas grave. Parce qu'il est parfaitement informé. La question était, d'ailleurs, comme le dira le plus souvent Védrine, il fallait protéger son ami Habyarimana, son précaré francophone, entre guillemets, contre l'invasion anglophone qui vient de l'Ouganda. Aussi, il y a des questions à se poser parce qu'il faut quand même bien dire la nature du FPR. Le FPR n'est pas une branche de l'armée ougandaise. Le FPR est une coalition des Rwandais qui ont demandé à plusieurs reprises de regagner leur pays, à qui on a refusé. Et le FPR n'est pas uniquement les anglophones de l'Ouganda, vous le savez parfaitement. Si d'ailleurs, je pense que la majorité du FPR à l'époque, c'était des gens qui viennent des pays francophones, parce que vous avez des gens qui viennent de l'Ouganda, vous avez des gens qui viennent du Burundi, du Zaïre de l'époque, mais aussi des gens qui viennent du Rwanda. Donc, c'est un leurre pour dire que c'est une invasion anglophone contre le précaré français.
Docteur, ou plutôt maître Richard, ici on parle des Nations Unies qui étaient présents ici au Rwanda avec notamment un rapport de Roméo Dallaire qu'il avait présenté à son chef, je vais dire Kofi Annan à l'époque, qui était en charge des opérations des Nations Unies. Pourquoi pensez-vous que Kofi Annan n'a pas prêté oreille à ce rapport ou encore à la requête de Dallaire? Alors, avant de répondre à votre question, je voulais juste compléter ce que les précédents intervenants ont dit. Le docteur a parlé notamment de Jean Carbonard. Et Alain aussi a dit que les services de renseignement français, Mitterrand était parfaitement informé de ce qui se préparait au Rwanda. Je voulais juste ajouter un petit mot. Il n'y a pas que les autorités qui étaient informées. Il y a aussi le grand public, du moins ceux qui s'intéressent aux affaires mondiales. Il faut dire que Jean Carbonard a prononcé des propos très explicites sur la chaîne France 2, qui est la deuxième chaîne la plus importante en France à l'époque, en disant exactement que si rien n'est fait, il va y avoir un génocide au Rwanda. Donc tout le monde était informé. Voilà, pour revenir à votre question. Je pense qu'il y a... International représenté par les Nations Unies, évidemment empêché par son manque d'intervention. Je ne sais pas si je peux dire ça aussi, qu'il y a un manque de clairvoyance, puisqu'ils étaient informés de ce qui allait arriver. Mais je pense qu'une des raisons, et a été évoquée par tout à l'heure également, ils ont hésité à donner un mandat aux forces des Nations Unies qui peuvent appliquer le chapitre 7, qui leur donnait la possibilité d'intervenir directement pour protéger les citoyens. Je pense que c'est cette peur-là qui a fait qu'ils n'ont pas pris des mesures. Mais il ne faut pas oublier, non, les forces politiques sont toujours derrière les décisions des Nations Unies. On parle de la France. La France est partie et était partie également à cette époque du Conseil de sécurité et il pouvait s'opposer à toutes les décisions qui n'étaient pas dans son intérêt, qui auraient été prises par les Nations Unies. Alain Gauthier, vous qui observiez la situation du Rwanda à l'époque, quelle lecture aviez-vous de l'évolution de la situation au Rwanda? Est-ce que vous vous êtes vraiment douté d'un génocide qui se tramait et qui était peut-être proche? Écoutez, depuis 1990, nous avons beaucoup suivi la situation, l'intervention de la France à l'appel d'Abiyalimana. Moi, je dirais que notre action a surtout commencé précisément avec l'intervention de Jean Carbonard à la télévision France 2. Je crois que quelques jours après cette intervention, j'ai personnellement écrit au président Mitterrand pour savoir quelle était la politique de la France au Rwanda. À cette époque-là, j'ai eu une réponse de l'Élysée, j'ai eu également une réponse du ministère des Affaires étrangères. C'est pour vous dire que le gouvernement français, les responsables politiques français étaient tout à fait au courant de ce qui se passait au Rwanda et nous n'avons cessé d'alerter en disant que des événements extrêmement graves se préparaient et nous n'avons pas été entendus. Malgré les réponses qui nous ont été données, ce sont toujours des réponses très diplomatiques. Donc cette responsabilité, je ne dirais pas de la France, mais du gouvernement français et des responsables politiques français de 1994, elle est indéniable. C'est d'ailleurs, je dirais, sur ces événements-là, sur ce rôle des responsables français, que doit se pencher la mission qui a été nommée l'an dernier pour dépouiller les archives françaises. Et pour avoir rencontré
certains responsables de cette mission, de cette commission, je crois qu'ils vont essayer de faire toute la lumière, et en particulier, ils voudront prouver que les responsables français étaient tout à fait au courant bien longtemps avant avril 1994. Et je pense qu'ils vont trouver dans les archives des éléments importants. Docteur Bizimana, nous parlons ici de la France, mais à côté de la France, aux Nations Unies, il y a également une autre puissance, les États-Unis d'Amérique, qui n'était pas inconnue dans les affaires ici au Rwanda et dont on connaît l'influence au niveau des Nations Unies. On parle même d'un rapport de la CIA qui parlait d'un génocide prochain au Rwanda, mais dont les événements de 1993 en Somalie n'ont pas été favorables au Rwanda. Oui, effectivement, on a toute une série d'informations là-dessus, ici au des États-Unis. On a par exemple un ouvrage d'un des diplomates, Michael Barnett. Michael Barnett était un diplomate américain qui était au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors lui, il indique précisément que avec l'assassinat des Américains en Somalie, c'est en décembre 1993, les États-Unis étaient sous le choc. Alors, lorsqu'arrive le génocide contre les Tutsis au Rwanda, début avril 1994, les États-Unis ne voulaient surtout pas envoyer leurs soldats dans un autre pays étranger pour ne pas subir la même débâcle que celle de la Somalie. Et du coup, selon Michael Barnett, et puis même des diplomates américains qui étaient ici au Rwanda le témoignent, j'ai assisté en 2000, si je ne me trompe pas, c'est 2015. Ah, non, 2012. 2012, à un colloque qui avait eu lieu à La Haye, qui réunissait en fait tous les anciens diplomates de différents pays qui ont eu à gérer la crise rwandaise. C'était organisé par une ONG américaine et néerlandaise. Et donc, les diplomates américains qui étaient à Kigali en 1994 s'y trouvaient en même temps à La Haye. Et ils ont effectivement indiqué qu'ils envoyaient tous les rapports à la présidence américaine et ils avaient comme ordre surtout de ne pas parler de génocide, même au Conseil de sécurité. Parce que si le génocide était reconnu par les États-Unis, ils avaient aussi, de par leur constitution, ils avaient l'obligation d'intervenir dans un pays où il y a un génocide. Et donc, l'administration Clinton, parce que c'est Bill Clinton qui était président à l'époque, et il en est responsable. Il a interdit à ses diplomates au Conseil de sécurité d'utiliser le terme génocide pour éviter évidemment cette reconnaissance-là. Et je crois que Bill Clinton l'a même reconnu beaucoup plus tard. En 1998, qui était ici au Rwanda pour reconnaître les faits. Mais Alain, on parle de cette période d'avant et les signes avant-coureurs. Le 7 avril 1994, c'est le début des massacres. Certains même parlent des massacres qui ont commencé la nuit du 6 déjà, les massacres. Déjà, le 7, c'est le début du génocide officiellement, si on peut dire. 3 mois, ou presque 2 mois, c'est seulement vers le mois de mai, presque au milieu, qu'on entend certains acteurs au niveau international oser parler du génocide. C'est quand même grave. C'est très grave, très grave, mais comme vient de le dire Bizimana, je pense que, vous savez, les Nations Unies ont été instituées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, suite aussi à la Shoah. C'était suite à l'échec de la communauté internationale d'arrêter l'extermination des Juifs en Europe. Donc, le fait de reconnaître qu'il y avait un génocide les obligeait à intervenir. Encore une fois, je viens au point que moi, je trouve qu'il est terre à terre, mais il est pragmatique. Il faut comprendre le jeu des acteurs internationaux. Le Rwanda, c'est un petit pays pauvre qui n'intéresse pas grand monde en réalité. Et il faut voir qui opère dans la région. Et comment on exerce les jeux de pouvoir dans le monde. La France, en réalité, est l'interlocuteur des Nations Unies en Afrique de façon globale. Du moins l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et donc, le mot de la France aux Nations Unies, il est audible. Il est audible et il est crédible. Donc, le fait que la France a fait obstruction d'utiliser le mot
génocide, effectivement, ça passe comme une lettre à la poste aux Nations Unies. Mais comme le disait Bizimana, si les États-Unis reconnaissaient qu'il y avait génocide, alors ils étaient obligés d'intervenir. Là, vous êtes de ceux-là qui pensent qu'à l'époque, ce sont les parrains des régions quelconques qui donnaient un rapport ou une situation dans tel ou tel autre pays, selon leur gré. C'est ainsi. D'ailleurs, c'est ainsi que l'ambassadeur du Rwanda a continué à siéger aux Nations Unies à l'époque alors qu'il y avait un embargo, parce que la France l'avait accepté. Docteur Bizimana, c'est quand même, si les faits ont été établis avant, pendant, les médias en ont parlé, qu'est-ce qu'attendaient les Nations Unies pendant les 2 mois du génocide perpétré contre les Tutsis? Pourquoi ils ont vraiment attendu pour en faire un débat au niveau des Nations Unies? Plusieurs raisons. Et surtout tourner autour des mots, l'appellation, pourquoi? Évidemment, parce qu'ils ont tourné autour de la qualification de génocide, parce qu'ils évitaient la reconnaissance exacte et précise du génocide. Parce que la reconnaissance exacte du génocide aurait supposé entraîner immédiatement l'intervention pour venir stopper les massacres. Or, il y avait la France qui siégeait au Conseil de sécurité comme membre permanent et qui avait un droit de veto. Et la France, évidemment, ne voulait pas du tout une résolution qui défavoriserait son ami. Deuxièmement, les États-Unis, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont aussi un État qui est membre permanent du Conseil de sécurité et qui en même temps disposé du droit de veto. Et le droit de veto signifie que si un État vote contre la résolution est inopérante, elle ne passe pas. Et c'est pourquoi ils ont continué à voter des résolutions qui ne signifiaient rien. Il a fallu quand même attendre le 30 avril 1994 pour qu'enfin il y ait une résolution du Conseil de sécurité qui parle clairement de génocide. C'est-à-dire 1 mois après. Et pendant ce mois, on avait des massacres pratiquement dans tout le pays. C'était quasiment presque la moitié des victimes qui étaient déjà... Totalement. Et n'oubliez pas, même le 21 avril 1994, c'est-à-dire une semaine avant la résolution du 30 avril, les Nations Unies avaient voté une résolution de réduction du nombre de casques bleus. D'abord, tout au départ, avec l'assassinat des casques bleus belges, les Belges ont retiré le contingent, environ 1500 personnes. Donc, les casques bleus restés au Rwanda étaient dépouillés de la force la plus active, la plus forte. Et puis, une semaine après, au lieu de trouver des moyens pour venir renforcer même le vide qu'avait créé au départ des Belges, on réduit le nombre. Ils votent une résolution de réduction du nombre. Les casques bleus étaient 2534, précisément. C'est ça, quelque chose comme ça. Oui. Et puis, ils en ont réduit jusqu'à 250. Le 21 avril 1994. Et ils se sont rendus compte que les massacres continuaient et peut-être que la honte les a touchés. Et c'est le 30 avril qu'enfin, le Conseil de sécurité a reconnu qu'il y a un génocide au Rwanda et qu'il faut faire tout ce qui peut se faire pour venir sauver des civils. Mais les civils, on était pratiquement en train de les achever. Et cette résolution-là n'a pas été suivie des faits. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis ni les hommes qu'il fallait, ni les moyens matériels, techniques pour venir vraiment sur le terrain. Et jusqu'à la victoire du Front patriotique rwandais, il n'y avait jamais eu une intervention des Nations Unies ou de quiconque. Mais parlant de l'intervention des Nations Unies, il y a une intervention qui s'est faite, c'est notamment l'opération turquoise, qui était qualifiée d'une opération humanitaire par la France et qui était ici avec un mandat des Nations Unies pour peut-être rappeler les faits. Alain, vous, lorsque vous revoyez les événements, est-ce qu'il y avait-il vraiment une volonté de la France de sauver des vies ou peut-être de recoller le morceau? Vous le dites bien quand on revoit les événements, parce que quand on se place à l'époque, en tout cas personnellement, je ne pouvais le savoir. Mais quand on regarde maintenant avec du recul les événements, les écrits, les témoignages, la première question qu'on peut se poser, c'est alors même que la France est accusée de soutenir le régime qui est en train de commettre le génocide, pourquoi c'est la France qui vient au Rwanda pour mener une opération humanitaire? Première question. Deuxième question, si la France voulait mener une opération humanitaire, pourquoi la France n'intervient que le 22 juin 1994? Le 22 juin 1994, le génocide est quasi consommé.
il n'y a presque plus de Tutsis à sauver. Mais quand vous écoutez différents témoignages, notamment celui de Guillaume Ancel, il vous explique parfaitement qu'en fait, la nature de la mission qu'ils avaient, c'était de faire un raid sur Kigali pour stopper l'avance du FPR, avec les équipements militaires. Est-ce là une opération humanitaire? J'en prends pour preuve la date du 27 juin, quand ils arrivent à Bisesero. Les militaires français, d'ailleurs, qui étaient accompagnés par les notables locaux qui étaient en train de commettre le génocide, se rendent compte qu'ils n'ont pas de matériel humanitaire. Une opération humanitaire armée comme jusqu'aux dents, mais sans aucun appareil, outil humanitaire, on peut se poser des questions. Alain Gauthier, vous qui étiez en France à cette époque, est-ce que, avec l'intervention de la France, vous aviez déjà des doutes sur les intentions de la France, mais ça, c'était une opération dite humanitaire, et avec un mandat des Nations Unies, vous vous êtes dit peut-être, ça y est, la France finalement est revenue à la raison, maintenant qu'elle va intervenir au Rwanda, cette fois-ci sous mandat onusien? Oui, je voudrais d'abord préciser que personne ne l'a signalé, mais au Conseil de sécurité, il ne faut quand même pas oublier que le Rwanda avait un représentant en tant que membre non permanent. Et ce représentant du gouvernement rwandais a tout fait pour, bien évidemment, aussi, de son côté, désinformer le Conseil de sécurité. Maintenant, vous me posez la question sur l'opération turquoise. Je dois vous dire que nous, ici en France, enfin en tout cas à notre niveau, nous nous sommes réjouis, je crois, de cette intervention. À Reims, nous avions organisé au mois de juin une grande manifestation pour dénoncer le silence. Et le slogan qu'on avait retenu, c'est « Rwanda, la honte ». Donc, au tout début, nous avons quand même plus ou moins été satisfaits. Mais on a très vite compris que cette opération qui nous était présentée comme une opération humanitaire était en fait une opération militaire. On n'envoie pas 2500 soldats armés jusqu'aux dents avec de l'artillerie, des blindés, des avions, uniquement pour faire une opération humanitaire. Donc il est clair que très rapidement, nous avons bien compris que cette opération n'était pas faite, pas uniquement en tout cas, pour aller sauver les quelques Tutsis qui étaient encore rescapés, mais bien pour aller contrer l'action du FPR qui tentait de mettre fin au génocide. D'ailleurs, l'opération turquoise, elle date du 24 juin, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, la plupart des Tutsis avaient été tués. Donc, nous avons très bien compris à cette époque-là que cette opération-là, eh bien, elle avait un autre objectif que celui qui était officiellement annoncé. Docteur Bizimana, nous parlons du 22 juin, 27 juin à Bisesero, et avec le 30 juin notamment, lorsque l'armée française est revenue avec la moitié de 2000 et quelques rescapés de Bisesero étaient massacrés entre le 27 et le 30. Et déjà, ça nous amène au 3 juillet avec la prise du pouvoir du FPR. Et c'est la période d'après où il faut voir également le rôle d'après, le rôle de la communauté internationale, des Nations Unies. Tout le monde, du moins, était d'accord qu'il y a eu un génocide perpétré contre les Tutsis. D'abord, on a parlé d'un génocide rwandais pendant très longtemps. Et vous vous dites que c'était le début de la justice. Vous, quand vous observez 26 ans après, est-ce que la justice a été rendue au nom des victimes, au nom des rescapés? Bon, permettez-moi de préciser une chose. On a quand même, je dirais, fait un jugement négatif des Nations Unies, ce qui est vrai. Mais il y a eu une organisation, les Nations Unies sont composées de plusieurs instances. Donc, il y a une instance qui s'appelle la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui est à Genève. La Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme a fait quand même un travail important. Parce qu'au mois de mai 1994, ils avaient un nouveau président d'origine espagnole qui s'appelle José Araraso. Et il a pris ses fonctions en mai 1994, au moment fort du génocide. Et il s'est engagé personnellement.
Il est venu au Rwanda, ici à Kigali, il a constaté l'ampleur du génocide contre les Tutsis au Rwanda, et lorsqu'il est reparti à Genève, il a réuni la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, et ils ont mis en place une commission d'enquête, et un groupe d'experts qui était dirigé par un professeur ivoirien de la faculté de droit d'Abidjan, René Denis Segui. Ils sont venus sur le terrain au Rwanda, ils ont enquêté et ils ont publié un rapport en juin 1994. Et dans le rapport de René Denis Segui, il a clairement différencié des choses. Il a différencié le conflit armé et un génocide contre les Tutsis. Et la troisième chose qu'il a différenciée, c'est de dire que certes, il y a eu les assassinats des hommes politiques et Hutus, mais ces hommes ont été tués parce qu'ils s'opposaient à une idéologie génocidaire. Et que le premier élément qu'il faut voir devant les yeux, c'est un génocide qui est perpétré et lequel génocide doit être réprimé. Et c'est à partir du rapport de René Denis Segui que le Conseil de sécurité est revenu sur ses prises de position. Et le 1er juillet 1994, le Conseil de sécurité a voté une résolution maintenant mettant en place un groupe d'experts de l'ONU pour venir au Rwanda. Et le groupe d'experts est venu en juillet-août 1994, et là c'était évidemment après la victoire du Front patriotique rwandais et l'arrêt du génocide, et c'est ce rapport de la commission des experts de l'ONU qui a permis d'établir le tribunal pénal international pour le Rwanda en novembre 1994. Donc je voulais quand même souligner cet aspect de la Commission des droits de l'homme qui a permis de faire un avancement sur ce processus-là. Justement, parlant de ce tribunal international pour le Rwanda qui était basé à Arusha, vous, 26 ans après, ce tribunal aujourd'hui n'existe plus. Il y a un mécanisme qui existe pour peut-être finir le travail que ce tribunal a commencé. Vous vous dites que ce tribunal a fait son travail? Bon, il y a des aspects positifs. Il y a des aspects positifs parce que, le tribunal pénal international pour le Rwanda a permis d'établir judiciairement l'existence d'un génocide contre le groupe ethnique Tutsi. Et le tribunal l'a établi, même en 2006, comme un fait de notoriété publique qui ne doit plus faire partie de matière à débat, qui n'est plus indiscutable, qui n'est plus discutable plutôt. Et si ce tribunal n'avait pas eu lieu, on serait en train de se demander est-ce qu'il y a-t-il un génocide ou pas, on serait dans des théories. Maintenant, il y a une vérité judiciaire internationale établissant l'évidence du génocide perpétré contre les Tutsis. Et là, les négationnistes, normalement, devraient se taire. Ils n'ont plus d'arguments. Et en même temps, il y a eu des avancées. Le tribunal a, par exemple, reconnu le viol comme un acte constitutif de génocide, ce qui n'était pas le cas auparavant dans le droit international pénal. Et voilà, donc il y a des aspects positifs qu'il faut reconnaître, même si on peut déplorer le fait qu'il y a eu un mauvais fonctionnement qui a permis, par exemple, au juge Théodore Meron de libérer quelques génocidaires de grand renom, d'opérer des réductions de peine, etc. Mais je crois qu'il y a l'essentiel quand même qui a été posé par le tribunal, même s'il y a des aspects critiquables. Maître Richard Gisagara, vous êtes également avocat, vous êtes là pour défendre également que justice soit faite. Notamment en France, où on retrouve certains membres de l'ancien régime Habyarimana qui a planifié et mis en place le génocide perpétré contre les Tutsis. Aujourd'hui, sur le plan de la justice, quelles sont les avancées aujourd'hui? Alors, je peux dire que nous venons de loin. Ça fait, nous sommes aujourd'hui à la 25e année après la perpétration donc, du génocide commis contre les Tutsis, et il n'y a eu que 3 personnes qui ont été jugées définitivement. Nous venons de loin, mais il faut saluer le pas qui a été franchi depuis ces dernières années. Aujourd'hui, M. Alain Gauthier va m'aider dans cette démonstration. Il y a plusieurs affaires qui avancent, même si, effectivement, compte tenu de l'immensité du travail qui reste à faire, nous ne sommes pas satisfaits de la rapidité que la justice met à traiter ces dossiers, mais nous venons de loin. Alors, à côté du jugement des personnes qui sont soupçonnées donc d'avoir commis le génocide,
Mais il y a également, en ce qui concerne l'avancée qui a été faite, en ce qui concerne le négationnisme. Aujourd'hui, la France est parmi les rares pays qui ont mis en place une législation permettant de réprimer la négation, la banalisation et la minoration du génocide contre les Tutsis. Aujourd'hui, en France, le fait de faire est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Mais il faut déplorer également, à côté évidemment de la lenteur que j'ai évoquée tout à l'heure, il faut déplorer également le fait que la France refuse systématiquement d'extrader vers le Rwanda les personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis le génocide. Nous avons soumis plusieurs cas par les juridictions en demandant à ce que ces personnes soient transférées vers le Rwanda pour être jugées. Et la France a systématiquement refusé. Et pour des raisons qui, juridiquement, en tout cas c'est mon avis, ne tiennent pas la route. Donc, je dis pour ma part que le bilan est mitigé, même s'il y a un grand pas qui a été franchi. Mais il y a quand même des aspects négatifs qu'il faut déplorer. Peut-être pour terminer, on peut également écouter un peu Alain Gauthier, vous qui êtes du collectif des partis civils pour le Rwanda. Alain, 26 ans après, le travail n'a pas toujours été facile. Dans plusieurs de vos interventions, vous le dites. Mais aujourd'hui, vous pensez que quels sont les plus grands obstacles aujourd'hui à votre travail? Bon, si vous voulez, je crois que Mme Gisagara parle d'un bilan mitigé. Moi, personnellement, je n'irai pas jusque-là parce que 3 procès, 3 condamnations en 26 ans, c'est vraiment très peu. Les obstacles sont toujours les mêmes, même si depuis le 1er janvier 2012, avec la création du pôle crime contre l'humanité au TGI de Paris, on a vu les choses avancer considérablement. Mais nous ne cessons de protester, de dénoncer la lenteur de la justice française et nous dénonçons également le manque de moyens qui a été mis au service de cette justice. Vous savez, si vous ne voulez pas qu'une justice avance, il suffit de ne pas lui donner les moyens. Tout récemment, j'ai écrit à la ministre de la Justice qui a mis très très longtemps à me répondre en soulignant en particulier le manque de juges d'instruction qui sont attachés à cette justice. Ils sont, je crois, 4 à temps complet qui ne cessent d'être changés au bout de quelques années. On voit des dossiers qui sont passés déjà entre les mains de 3 ou 4 juges d'instruction différents. Donc on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de satisfaisant. Donc, le travail qu'on fait, nous continuons à le faire, nous continuons à déposer des plaintes, nous en avons déposé encore récemment. Pour évoquer l'actualité, il faut savoir que nous attendons le procès de Claude Mohaïmana, un Imbonerakure de Kibuye, qui était annoncé pour le 29 septembre. Je crains que, avec la situation qu'on connaît, eh bien, ce procès soit retardé. Et puis, il y a 2 autres personnes importantes qui sont déférés devant la cour d'assises de Paris, le préfet de Gikongolo, Laurent Bouti-Baruta, qui est quand même poursuivi par une plainte depuis l'année 2000, et puis le cas de Sosten Monyemana, le médecin de Butare, qui lui aussi a été déféré devant la cour d'assises. Et là aussi, vous savez, le système français permet à des gens qui sont déférés devant la cour d'assises, lorsque l'ordonnance de mise en accusation est prononcée, ils ont le droit de faire appel. S'ils perdent en appel, ils ont le droit d'aller en cassation. Et à ce moment-là, vous voyez bien les délais que ça prend. Bouti-Baruta et Monyemana sont déférés devant la cour d'assises depuis décembre 2018. Donc, vous voyez bien que ces délais sont insupportables. Là, je comprends les difficultés auxquelles vous faites face par rapport à cette démarche. Je pense que je dois vous remercier Alain Gauthier et Maître Richard Gisagara qui intervenaient depuis la France. Je dois également remercier le docteur Jean-Damascène Bizimana qui est le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, mais également Alain Girinchouti qui est ancien président de Ibuka France qui nous ont éclairés avec leurs explications. Je dis également merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. L'émission c'est Majuscule Propos. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.